Quelque part au cœur de la Floride centrale, dans un marais que personne n'avait jamais jugé digne d'attention, des ouvriers du bâtiment ont fait, en 1984, une découverte que la nature aurait dû effacer depuis des millénaires. Pas des fragments, pas de la poussière. Des restes humains parfaitement conservés, dans un état qui laissait les spécialistes en médecine légale sans explication plausible. 168 individus âgés de 8000 ans. Des cerveaux encore présents à l'intérieur des crânes et enfermés dans ces cerveaux, quelque chose que la science de cette époque était à peine capable d'extraire, du matériel génétique, de l'ADN, issu de l'établissement humain, confirmé le plus ancien, jamais mis au jour en Amérique du Nord. Quand les chercheurs ont finalement séquencé cet ADN, les résultats n'ont pas simplement ajouté une note de bas de page à l'histoire de l'Amérique préhistorique. Ils ont contraint les scientifiques à réécrire cette histoire dans son intégralité. Qui étaient ces gens? Depuis combien de temps ils vivaient là? Et quel type de société ils avaient déjà bâti bien avant que quiconque imagine qu'une telle complexité fût possible? Voilà ce que le marais a révélé. Steve Vanderjagt n'était pas à la recherche de l'histoire. Il manœuvrait une pelleteuse dans un petit marais sans relief, dans le comté de Brevard, en Floride, pour dégager le terrain en vue d'un lotissement. Nous sommes en 1984. Le marais était noir, peu profond, et, à première vue, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Puis le godet de la machine a accroché quelque chose. Il a coupé le moteur et est descendu pour voir. L'objet était rond, brun foncé, et au premier regard, il l'a pris pour un caillou. Les pierres sont rares dans cette région de Floride, c'est justement ce qui l'a poussé à le ramasser. Il l'a retourné. Quelque chose lui regardait en face, un crâne humain. Son premier réflexe a été le même que celui de n'importe qui dans cette situation. Quelqu'un avait été assassiné et jeté dans l'eau. La police a été appelée. Un médecin légiste a examiné le crâne et a relevé un détail qui compliquait immédiatement cette hypothèse. L'os était uniformément sombre, coloré par une longue immersion dans la tourbe. Il ne s'agissait pas d'une mort récente. Ce n'était plus une affaire de police. Le médecin légiste a pris la décision qui allait changer le destin de ce site. Il fallait un archéologue. Glenn Doran était un jeune maître de conférences à l'Université d'État de Floride, spécialisé dans les restes squelettiques humains. Quand l'appel lui est parvenu, il a pris sa voiture sans grandes attentes. Ce qu'il a découvert en arrivant n'a pas fait pour autant grimper son enthousiasme. Un petit étang sombre et peu engageant, cerné par une végétation floridienne sans caractère. Il en a tout de même fait le tour. En quelques minutes à peine, il tombait sur des amas d'ossements humains qui s'érodiaient hors des berges de tourbe. Puis il a trouvé 4 crânes supplémentaires, et les dents lui ont aussitôt révélé quelque chose d'essentiel. Les traces d'usure étaient extrêmes, du genre qui ne s'accumule que lorsque les dents sont utilisées comme outil, pas uniquement pour manger. Les gens d'aujourd'hui ne présentent pas ce type d'usure. Les peuples anciens, qui utilisaient leurs dents pour saisir, travailler des matières, accomplir ce que les mains et les outils font, maintenant, oui. Avant même que le moindre résultat de laboratoire ne revienne, ils savaient qu'ils regardaient des restes issus des profondeurs de la préhistoire. La datation au carbone 14 l'a confirmé. Les os avaient entre 7 et 8 000 ans d'âge, 5 000 ans avant la naissance du Christ, 3 000 ans avant la première pyramide égyptienne, 2 000 ans avant Stonehenge. L'équipe a décrit les résultats comme une sensation de marcher sur des nuages. Ils s'attendaient à quelque chose d'ancien, pas à ça. Le problème était immédiat et colossal. Les restes se trouvaient sous l'eau. Le marais contenait des millions de litres, et tout ce qu'on en sortirait sans conditions contrôlées serait perdu en quelques heures d'exposition à l'air libre. Il a fallu 2 ans pour concevoir une solution. 150 points de pompage ont été enfoncés dans la tourbe et des pompes ont fonctionné 24 heures sur 24, évacuant 700 gallons d'eau par minute hors du marais. Progressivement, le fond du marécage s'est dégagé. Ce que l'équipe a vu en commençant à fouiller n'était pas ce à quoi elle s'était préparée. Les quelques crânes découverts par hasard n'étaient pas des anomalies. Ils étaient la surface d'un phénomène bien plus vaste. Corps après corps a émergé de la tourbe. Des hommes, des femmes, des enfants. La grande majorité était en position fœtale, exactement
comme les avaient disposés ceux qui les avaient enterrés. La mise en place était délibérée et cohérente sur tout le fond du marais. Quand le décompte final a été établi, 168 individus avaient été mis au jour. Les tests de datation effectués sur le terrain funéraire lui-même ont montré qu'il avait été utilisé de manière continue pendant 1300 ans. Ce n'était pas un événement unique, pas une catastrophe, pas une mort de masse. C'était un cimetière. Une communauté préhistorique avait ramené ses morts en ce lieu précis, génération après génération, pendant plus longtemps que toute la durée de l'histoire européenne enregistrée. La question était alors, qui était-il ? La première question que tout scientifique se pose face à des restes aussi anciens est simple. Pourquoi sont-ils encore là ? L'os est une matière organique. Avec suffisamment de temps, d'humidité, de bactéries et d'acidité dans le sol, il se dissout entièrement. Dans la plupart des environnements, un squelette vieux de 8000 ans ne laisse rien derrière lui. La chaleur floridienne à elle seule aurait dû accélérer ce processus au-delà de tout espoir raisonnable de récupération. Et pourtant, les restes de Windover ressemblaient, aux yeux des experts en médecine légale qui les ont examinés, à des personnes décédées depuis quelques années à peine. L'explication, quand elle est venue, était élégante et entièrement accidentelle. L'étang était une tourbière. La tourbe est une végétation décomposée, comprimée au fil des siècles en un milieu dense et pauvre en oxygène, créant des conditions hostiles aux champignons et aux bactéries responsables de la dégradation biologique. Les corps avaient été immergés rapidement après la mort, scellés dans un environnement anaérobie avant que la décomposition ne puisse prendre pied. Cela seul aurait considérablement ralenti le processus. Mais Windover possédait un second facteur qui le rendait exceptionnel, même parmi les sites de tourbières. La chimie de la tourbe n'était pas acide. La plupart des tourbières sont suffisamment acides pour dissoudre les eaux sur le long terme, ce qui explique pourquoi les corps de tourbières découverts ailleurs dans le monde conservent souvent les tissus mous, tandis que le squelette se détériore. À Windover, la chimie avait préservé les deux à la fois. Si ces individus avaient été enterrés dans de la terre ordinaire et sèche, leurs os auraient disparu en quelques années. Le marais avait accompli quelque chose qu'aucun procédé de conservation délibéré de cette époque n'aurait pu réaliser. Il les avait maintenus intacts pendant 80 siècles. L'équipe de fouilles savait qu'elle travaillait dans un environnement de conservation optimal. Ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'était à quel point cette conservation s'étendait. Le premier signe est apparu quelques semaines après le début des fouilles, lorsqu'une série de crânes s'est révélée bien plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. L'os seul ne produit pas ce genre de poids. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Quand les chercheurs ont examiné la cavité crânienne, ils ont aperçu une masse pâle et compacte, là où le cerveau avait autrefois occupé l'espace. L'hypothèse de travail était une intrusion de tourbe, de la matière organique provenant du sédiment environnant, infiltrée au fil des millénaires et solidifiée à l'intérieur du crâne. C'était l'explication la plus raisonnable. Elle était fausse. Un crâne, celui d'une femme estimée à environ 45 ans au moment de sa mort, a été transporté à l'Université de Floride pour une analyse par imagerie. Une IRM a dissipé toute ambiguïté restante. La masse à l'intérieur de la cavité crânienne n'était pas de la tourbe. Elle avait une structure biologique précise et définie. Lorsque les chercheurs l'ont délicatement retirée, le silence est tombé dans le laboratoire. Ils avaient sous les yeux un cerveau humain, réduit à environ un quart de sa taille normale par la dessiccation et les pressions exercées pendant des millénaires dans les sédiments gorgés d'eau. Mais il était indubitablement là. Les circonvolutions étaient présentes. La forme d'ensemble était intacte. Un cerveau humain vieux de 8000 ans, récupéré dans un état permettant d'examiner son architecture cellulaire au microscope. 91 cerveaux préhistoriques ont finalement été récupérés sur le site de Windover. 91. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête un instant. Il ne s'agissait pas de traces, d'empreintes ou de résidus chimiques. C'étaient les organes réels à l'intérieur desquels des pensées vieilles de 8000 ans avaient pris forme. La portée de cela ne tient pas uniquement du sentimentalisme. L'Homo sapiens n'a pas changé neurologiquement depuis 150 000 ans.
Le cerveau posé dans ce laboratoire en Floride n'était pas un organe primitif. Il était structurellement identique à celui du scientifique qui l'examinait. Les habitants de Windover étaient des êtres humains pleinement modernes, dans tout sens biologique du terme. Quoi qu'ils aient vécu, quoi qu'ils aient compris, quoi qu'ils aient ressenti face au monde qui les entourait, ils l'ont traité avec la même architecture cognitive que celle que nous utilisons aujourd'hui. Le Marais n'avait pas seulement conservé leur corps, il avait conservé les preuves de leur esprit. Ces cerveaux ont changé la question. Pas seulement ce qui avait survécu, mais ce qui pourrait encore être lisible dans ce qui avait survécu. Une structure cellulaire visible au microscope signifiait une chose précise pour le généticien Bill Houseworth. Si l'architecture cellulaire avait tenu ensemble pendant 8000 ans d'enfouissement dans un milieu gorgé d'eau, il existait une possibilité, ténue et sans précédent, que les cellules contiennent encore quelque chose. L'ADN est logé à l'intérieur des cellules, endommagé, fragmenté, chimiquement dégradé après une telle durée, presque certainement, mais potentiellement présent, potentiellement extractible. La tentative qui a suivi était, à ce moment de l'histoire de la science, l'équivalent de plonger la main dans l'obscurité en espérant trouver quelque chose qui n'avait aucune raison d'être encore là. Le processus d'extraction consistait à mélanger des échantillons de tissu cérébral anciens avec des enzymes conçues pour décomposer le matériel cellulaire et libérer tout contenu génétique encore emprisonné. Les échantillons ont ensuite été soumis à des cycles de refroidissement et d'agitation pour isoler ce qui restait. 7000 ans dans un environnement gorgé d'eau auraient dû le détruire entièrement. La chaleur, l'humidité, l'activité microbienne et le simple temps chimique travaillent tous contre la préservation de l'ADN. Le Sahara avait résisté à la récupération de l'ADN ancien pendant des décennies pour exactement ces raisons. La Floride n'était pas le Sahara, mais ce n'était pas non plus le pergélisol sibérien. Personne ne s'attendait sérieusement à ce que cela fonctionne. Les résultats sont revenus positifs. De l'ADN humain, pas une contamination par la végétation environnante, pas du matériel environnemental transporté par la tourbe. Des séquences génétiques humaines extraites d'un tissu cérébral posé au fond d'un marais floridien depuis 3000 ans avant la construction des pyramides égyptiennes. Houseworth s'est immédiatement attaqué au problème de la contamination, car c'est là que tout le résultat pouvait s'effondrer. La récupération de l'ADN ancien est exposée à un mode d'échec spécifique et persistant. L'ADN humain moderne des chercheurs manipulant les spécimens peut s'infiltrer dans les échantillons et produire de faux positifs. Les séquences semblent humaines parce qu'elles le sont effectivement, simplement pas celles de l'être humain étudié. Pour l'écarter, il fallait une comparaison. Houseworth a confronté les séquences de Windover au profil génétique connu de différentes populations ethniques. Le résultat était sans équivoque. L'ADN était de type amérindien, une signature génétique dotée de marqueurs spécifiques qui la distinguent nettement des profils européens, africains et asiatiques. Comme aucun Amérindien n'avait participé à la manipulation ou au traitement des spécimens, la contamination moderne pouvait être écartée avec confiance. Ce qu'il avait récupéré était un authentique ADN de l'âge de pierre, tiré du plus ancien matériel génétique humain jamais extrait nulle part sur Terre à cette époque. Les séquences contenaient des informations au-delà de la simple confirmation d'identité. Elles ont dit aux chercheurs à quoi ces gens ressemblaient. Cheveux noirs, yeux sombres, peau foncée, un profil physique cohérent avec les populations amérindiennes modernes. Il ne s'agissait pas d'une race mystérieuse et disparue, sans lien avec les peuples qui leur ont succédé. Les habitants de Windover étaient les ancêtres. La signature génétique présente dans ces cerveaux vieux de 8000 ans est la même qui court dans les populations autochtones des Amériques aujourd'hui. Ils n'étaient pas au commencement d'une histoire qui allait finalement devenir autre chose. Ils étaient le fondement d'une lignée qui n'a jamais été brisée. Un individu a été choisi pour une reconstruction faciale. Une femme d'environ 70 ans au moment de sa mort, l'une des plus âgées retrouvées sur le site. Son crâne a été scanné et converti en modèle tridimensionnel. Les données sur l'épaisseur des tissus et le profil ADN ont guidé l'application des traits du visage.
Glenn Doran, qui avait passé 2 décennies à étudier ces restes sans jamais voir son visage, a regardé la reconstruction apparaître sur un écran. Peau foncée, yeux noirs, la structure osseuse classique d'une aînée amérindienne. 8000 ans se sont effondrés en une seule image. Elle regardait à son tour un monde qui avait oublié qu'elle avait existé. Les os ne décrivaient pas un peuple au bord de la survie. C'est pourtant l'hypothèse qui s'attache automatiquement à l'expression « chasseur-cueilleur de l'âge de pierre », une existence précaire, des corps usés par la pénurie, des vies mesurées à l'effort nécessaire pour simplement continuer à vivre. Les données squelettiques de Windover disaient tout autre chose. Certains hommes mesuraient près d'1,80 m. La densité osseuse de l'ensemble de la population indiquait une santé physique robuste. Ce n'étaient pas des gens tirant péniblement leur subsistance d'un environnement hostile. Cette partie de la Floride, il y a 8000 ans, était extraordinairement riche en ressources. Des rivières abondantes, du gibier dense, une côte bordant le territoire et fournissant des protéines toute l'année. La terre les nourrissait bien et les os en portaient la trace. Une technique appelée analyse radio-isotopique a permis d'approfondir encore la compréhension. Noreen Turos, du Smithsonian Institution, a mesuré les isotopes stables d'hydrogène conservés dans les os, une empreinte chimique qui reflète l'eau qu'une personne a bu au cours de sa vie. La chimie de l'eau varie selon la géographie. Boire d'une même source assez longtemps et sa signature s'inscrit définitivement dans votre squelette. L'équipe de Windover avait également récupéré des os d'animaux locaux morts dans le marais à la même période. Quand les isotopes d'hydrogène des humains ont été comparés à ceux des animaux, ils ne correspondaient pas. Les animaux reflétaient la source d'eau locale, les humains, non. Ces gens n'avaient pas établi leur demeure au bord du marais. Ils parcouraient la péninsule floridienne, se déplaçant au rythme des saisons, buvant à différentes sources sur un vaste territoire géographique. Windover n'était pas leur foyer, c'était leur cimetière. Et ils y revenaient délibérément, parfois depuis des distances considérables, pour y enterrer leurs morts en ce lieu précis et nulle part ailleurs. Les objets funéraires ont confirmé ce que l'effort de ce voyage impliquait. Des bijoux, des ornements, des armes soigneusement disposées aux côtés des corps, pas éparpillés, pas accessoires, placés avec intention. L'interprétation s'impose d'elle-même. Ces gens possédaient un concept de ce qui vient après la mort. Ils équipaient leurs défunts pour ce voyage. Le marais lui-même portait peut-être une signification particulière, une frontière entre le monde des vivants et ce qu'ils concevaient comme au-delà, un passage qui rendait ces eaux assez importantes pour traverser un territoire entier afin d'y parvenir. Puis vinrent les textiles. Des squelettes ont été retrouvés enveloppés dans du tissu tissé. La découverte a arrêté net les fouilles. La compréhension conventionnelle voulait qu'une telle production textile fût impossible à cette époque aussi reculée. Les gens de l'âge de pierre portaient des peaux d'animaux. Le tissage était considéré comme un développement ultérieur, le produit de sociétés agricoles sédentaires, pas de chasseurs-cueilleurs nomades se déplaçant à travers une péninsule subtropicale. La première autorité d'Amérique sur les tissus anciens a examiné le matériau en personne. C'était bel et bien du textile, un tissage torsadé, le plus ancien tissu jamais retrouvé dans les Amériques. Les traces d'usure sur le tissu ont ajouté une nouvelle couche de sens. Les sépultures d'adultes montraient des étoffes qui avaient été portées avant la mort, des vêtements utilisés dans la vie et emportés dans la tombe. Les sépultures d'enfants, elles, montraient un tissu pratiquement sans usure, fabriqué spécifiquement pour la cérémonie funèbre. La distinction était délibérée. Quelqu'un avait tissé un nouveau tissu pour la mort d'un enfant. Ce n'est pas un comportement primitif. C'est le deuil exprimé par le biais d'un savoir-faire artisanal. La preuve la plus éloquente de la complexité sociale est venue d'un seul squelette, un adolescent atteint de spina bifida. La malformation vertébrale lui avait laissé les jambes paralysées. Il ne pouvait pas chasser. Il ne pouvait pas contribuer à l'approvisionnement en nourriture. Chaque fois que la communauté déplaçait son campement, ce qu'un groupe nomade en migration saisonnière fait en permanence, il devait être porté.
Le fardeau physique que cela représentait sur un terrain difficile était réel et indéniable. La tribu le portait quand même. Il a vécu jusqu'à l'adolescence, a été soigné tout au long de sa vie, et quand il est mort, il a reçu la même sépulture cérémonielle délibérée que chaque autre membre de la communauté. Le Marais n'enregistre pas ici de la sauvagerie. Il enregistre quelque chose de bien plus exigeant. L'ADN a réservé une dernière révélation qui a recadré tout ce qui avait précédé. Houseworth n'avait pas simplement analysé un individu ou une poignée de spécimens. Il avait travaillé de manière systématique sur le matériel génétique récupéré à partir de cerveaux couvrant les 1300 ans d'utilisation du site funéraire. Ce qu'il a découvert en comparant les séquences n'était pas la diversité génétique qu'on attendrait d'une communauté ouverte, recrutant ses membres dans une vaste région. Les séquences étaient presque identiques. Génération après génération, siècle après siècle, les mêmes signatures génétiques réapparaissaient au même endroit. Ce n'étaient pas des étrangers qui partageaient par hasard un terrain funéraire. C'était une famille, un clan élargi et apparenté, ramenant ses morts dans ces mêmes eaux pendant plus d'un millénaire, perpétuant une tradition si profondément ancrée dans leur identité qu'elle a perduré plus longtemps que la plupart des civilisations n'ont réussi à exister. La tribu ne s'était pas mêlée à des individus extérieurs. Le registre génétique ne montrait aucune influence extérieure pénétrant la population sur toute cette durée. Dans une période où les contacts humains entre groupes étaient véritablement rares, les habitants de Windover étaient restés une lignée fermée. Le Marais n'était pas simplement un cimetière, il était le centre physique d'une dynastie, le lieu où le fil entre les vivants et les morts était entretenu, renouvelé à chaque enterrement, maintenu intact au fil de générations qui n'avaient jamais rompu cette pratique. Ce genre de continuité ne se produit pas par accident. Elle est choisie délibérément, à maintes reprises, par des gens qui comprenaient exactement ce qu'ils préservaient. Puis la tombe, 102, un homme, entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine, au plein épanouissement physique de sa vie. À côté de ses restes, une pointe de lance taillée dans du bois de cerf. L'hypothèse initiale était celle d'une offrande funéraire, une arme placée avec un chasseur pour l'usage qu'il pourrait en faire dans ce qui viendrait ensuite. Puis les fouilles ont continué. La pointe n'était pas à côté du corps. Elle était à l'intérieur, enfoncée profondément dans le bassin, la pointe verrouillée dans l'os avec une force qui l'avait maintenue là pendant 8000 ans. Le médecin légiste Mike Warren a appliqué le même cadre analytique que celui qu'il utilise sur les scènes de crimes modernes. La trajectoire de la blessure remontait de bas en haut, ce qui excluait immédiatement un lancer de lance à distance. Une lance projetée en vol suit une trajectoire en arc et pénètre le corps en angle descendant. Cette blessure allait dans la direction opposée. L'homme était déjà au sol lorsque l'arme lui a été enfoncée dans le corps. La plaie ne montrait aucun signe de cicatrisation. Elle avait eu lieu au moment de la mort ou juste avant. Mais ce n'était pas la blessure mortelle. Aucune structure vitale n'avait été touchée. Quelque chose d'autre l'avait tué en premier. Probablement un coup de lance entre les côtes, traversant les tissus mous sans laisser de traces sur le squelette. Il est tombé sous le premier coup. Le second a été porté après. Puis vient le détail qui change radicalement le caractère de ce qui s'est passé. Son crâne manquait, pas déplacé, pas emporté par les mouvements de sédiments. Chaque squelette environnant dans le marais était parfaitement intact. Le sien ne l'était pas. Les 3 premières vertèbres cervicales étaient également absentes, ces os qui relient directement le crâne à la colonne vertébrale. Warren avait vu exactement ce schéma auparavant dans des affaires modernes. Il avait été décapité. La méthode, d'après les preuves de fractures sur les vertèbres restantes, n'était pas propre. Elle impliquait un outil en pierre tranchant, plusieurs incisions répétées, puis une force appliquée pour séparer entièrement la tête. Les compétences d'un chasseur expérimenté dans le dépeçage appliquées à un être humain. La conclusion de Warren était précise. Ce n'était pas de la guerre. La Floride de cette période était très peu peuplée. La violence était personnelle, une rancœur, un conflit territorial, un acte individuel de colère meurtrière mené jusqu'à sa conclusion absolue. La tête avait été emportée, un trophée, une déclaration.
à l'intérieur d'une communauté qui avait porté ses paralysés à travers des paysages entiers et tissé des étoffes funéraires pour ses nourrissons, un homme avait été traqué, tué et délibérément mutilé. Ces deux réalités coexistaient simultanément. Elles ont toujours coexisté. Revenons à ce que le Marais a réellement produit. 168 individus conservés depuis 8000 ans dans un environnement qui aurait dû rendre toute conservation impossible. 91 cerveaux intacts. Le plus ancien ADN humain jamais récupéré au moment de son extraction. Le plus ancien textile jamais trouvé dans les Amériques. Un registre génétique couvrant 1300 ans d'enterrements familiaux continus. Une enquête médico-légale sur un homicide résolu sans une seule pièce de preuve moderne. Chacune de ces découvertes aurait été significative prise isolément. Ensemble, elles forment quelque chose de plus grand que toute découverte individuelle. Elles forment un portrait. Les habitants de Windover n'étaient pas une note de bas de page. Ils n'étaient pas un ancêtre primitif de quelque chose de plus élaboré qui viendrait plus tard. C'était une société pleinement accomplie, fonctionnant à un niveau de sophistication sociale et technologique que les modèles existants de l'Amérique préhistorique n'avaient pas prévu et n'étaient pas préparés à accueillir. Ils tissaient des étoffes complexes. Ils entretenaient un site sacré pendant plus d'un millénaire. Ils prenaient soin de leurs personnes handicapées à travers des saisons de migration. Ils possédaient des systèmes de croyances suffisamment élaborés pour exiger une préparation funéraire, un voyage et une cérémonie. Ils avaient des conflits suffisamment personnels pour se terminer en décapitation. Chacun de ces faits pointe dans la même direction. C'étaient des êtres humains modernes, menant des vies humaines modernes, 8000 ans avant que quiconque songe à chercher des preuves de cela dans un marais floridien. L'ADN a confirmé ce que les os laissaient entendre et est allé plus loin encore. La continuité génétique sur 1300 ans de sépulture a appris aux chercheurs que ce n'était pas une population transitoire traversant un territoire. C'était un peuple enraciné à un lieu dans le sens le plus profond qui soit, pas géographiquement, car les preuves isotopiques montraient qu'ils étaient nomades, mais spirituellement et généalogiquement. Le Marais était le point fixe autour duquel s'organisait toute leur identité. Ils parcouraient la péninsule. Ils revenaient toujours. L'ADN en est la preuve de ce retour, inscrite dans des séquences si cohérentes à travers les siècles que la fidélité de la tradition est mesurable dans le registre génétique lui-même. Ce que la science n'a pas encore achevé, c'est la question plus large que l'ADN de Windover ouvre. Les séquences récupérées représentent une population qui avait séjourné suffisamment longtemps dans les Amériques pour développer un profil génétique entièrement distinct des populations asiatiques dont elle était ultimement issue. La traversée de la Sibérie vers l'Alaska, l'isolement sur le pont terrestre de Bering, l'expansion vers le sud à la suite de la fonte des glaces, puis le long peuplement en poches géographiques à travers le continent, tout cela s'est produit avant Windover. Ces gens étaient déjà des Américains ancestraux depuis longtemps lorsqu'ils ont commencé à enterrer leurs morts dans ce marais. Jusqu'où remonte cette lignée et quelles autres communautés existaient sur le continent à la même époque restent des questions ouvertes. Les bases de données s'enrichissent encore. Les techniques de récupération continuent de s'améliorer. Le travail sur l'ADN ancien dans des environnements chauds et humides, longtemps considéré comme impossible pour les mêmes raisons qui rendaient Windover lui-même si inattendu, est désormais un domaine qui existe précisément parce qu'un marais floridien a prouvé que les certitudes admises étaient fausses. Il existe presque certainement d'autres sites de ce genre qui attendent encore. Pas identiques dans leur conservation, pas identiques dans leur découverte, mais portant le même potentiel pour forcer une révision de ce que l'on croyait établi. Le marais de Windover a été découvert par accident par un ouvrier qui a coupé son moteur pour aller voir quelque chose qui lui semblait légèrement anormal. La science qui a suivi a pris des décennies et n'est pas terminée. Glenn Doran, qui a consacré sa carrière à ce site, a dit qu'il ne rencontrerait probablement jamais rien de semblable. Il a vraisemblablement raison. Mais les questions que Windover a ouvertes sur l'identité des premiers Américains, sur la durée de leur présence et sur ce qu'ils avaient déjà bâti avant que l'histoire commence à l'enregistrer,
Ces questions ont désormais une méthode. Le marais leur a fourni un point de départ. L'ADN l'a rendu lisible. Le reste s'écrit encore. Les 2 femmes enterrées à Titusville ne savaient pas qu'elles constituaient le dernier chapitre d'une histoire vieille de 50 000 ans. L'homme de la tombe 102 ne savait pas que sa mort serait reconstituée par des médecins légistes 8000 ans plus tard. L'adolescent aux jambes paralysées ne savait pas que les gens qui l'avaient porté à travers un paysage floridien seraient un jour cités comme témoins de la compassion préhistorique. C'étaient des gens, des individus précis, particuliers, irremplaçables, vivant au sein d'une société qui tissait des étoffes, honorait ses morts et revenait sans cesse vers les mêmes eaux pendant plus de générations que la plupart des nations n'ont existé. Le marais les a conservés. L'ADN les a rendus lisibles. Ce qu'ils ont révélé n'était pas un monde primitif précédant maladroitement le nôtre. C'était le même monde, fonctionnant avec les mêmes esprits, maintenus ensemble par les mêmes impulsions qui nous définissent encore aujourd'hui. Il nous a simplement fallu 8000 ans dans le bon marais pour le voir.